le collectif Radicalement Vôtre qui est ensemble depuis maintenant, depuis le mois de septembre et qui travaille à continuer cette ligne politique, à l'enraciner dans notre parti. Donc c'est un collectif issu de personnes, c'est un collectif qui est composé de personnes qui sont pour beaucoup plus jeunes dans le parti, même si on a quelques anciens et des gens qui sont adhérents de longue date. C'est une ligne politique qui est à l'échelle de l'âge de ELV plutôt émergente et qui est très en lien avec les mouvements qui se passent dans la société, les mouvements sociaux, les mouvements idéologiques et notamment l'émergence depuis quelques années de l'écoféministe et l'utilisation de la volonté de faire de la politique de manière radicale et notamment des politiques écologiques qui soient radicales. Donc on en arrive à ce collectif Radicalement Vôtre qui est composé de plusieurs centaines de personnes maintenant et qui présente pour ce congrès des candidatures au secrétariat exécutif. Théo et moi, on va se présenter ce soir, mais aussi une liste au bureau politique avec un binôme de tête de liste, Sandrine Rousseau, que vous connaissez, qui est députée de Paris, qui est de métier économiste et qui a fait beaucoup de recherches en économie sur l'économie de l'écologie. Sandrine Rousseau qui a aussi, il y a presque 10 ans, attaqué l'État pour faire condamner l'État. Et d'ailleurs, elle a réussi à faire condamner l'État sur des questions de pollution, notamment de pollution de l'air, de qualité de l'air à Lille. Et Hassen Amou, qui est, je crois, présent dans la visio. Hassen, qui est fonctionnaire de collectivité territoriale de profession et qui est aussi militant associatif et militant écologiste dans les quartiers nord de Marseille où il habite et il a fondé une association qui s'appelle Trop jeunes pour mourir et qui travaille sur l'avenir des jeunes de ces quartiers, la question de la criminalité organisée, du trafic de stupéfiants, de la circulation des armes et des drames qui peuvent se produire autour de ces questions-là. Donc voilà pour une présentation rapide de notre collectif. Si vous voulez en savoir plus, nous avons lancé avec Sandrine Rousseau, Mélissa Camara, députée européenne, et moi-même l'appel Radicalement Vôtre, soutenu par les personnes de notre collectif. Vous pourrez le retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors écrivez-nous, on vous l'enverra. Et puis tout ce qu'on va dire ce soir, notamment nos présentations de candidature, vous pouvez le retrouver aussi dans nos professions de foi, soit sur la plateforme du congrès, soit sur nos réseaux sociaux. Et je vous indique que Radicalement Vôtre a des réseaux sociaux sur Blue Sky, sur Instagram et sur Facebook. Je vais donc passer à la présentation de ma candidature. Donc moi, je suis Harmonie Le Cerf-Meunier, je suis bordelaise, adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'accès aux droits, des solidarités et des seniors. Donc c'est presque intégralité de l'action sociale de la ville de Bordeaux. Je suis aussi, donc présidente déléguée de notre centre communal d'action sociale à Bordeaux, mais aussi vice-présidente de l'Opéra national de Bordeaux, qui est une régie municipale, qui est un très gros acteur culturel public pour Bordeaux et sa métropole. De profession, j'ai été navigatrice pendant 10 ans dans la Marine nationale. Donc, j'ai été militaire. J'ai commencé même avant mes 18 ans. J'ai passé à peu près un an à me demander ce que je faisais dans l'armée. Et puis ensuite, 10 ans, 9 ans à essayer d'en partir, puisque c'est une institution dans laquelle on ne signe pas un contrat, mais un engagement. Et moi, j'avais signé un engagement de 10 ans. Et il est ensuite difficile de partir. C'est un lieu d'adversité, notamment pour les femmes. C'est une institution avec beaucoup de comportements très problématiques et puis une institution dans laquelle on se prépare à faire la guerre, à tuer des gens, où on s'arme. Et c'est vraiment 10 ans qui ont formé euh, ma résilience peut-être, mais aussi mon envie de me battre pour plus de justice et puis pour changer le monde, pour travailler sur des questions de paix, de désarmement, de projection aussi de forces civiles humanitaires plutôt que de forces militaires. Ensuite, pendant mes dernières années, j'ai fait des études puisque je n'avais qu'un bac. J'ai réussi à faire des études de droit un peu par correspondance pendant mes années d'armée. Et j'ai donc un master en droit public et j'ai travaillé dans des associations pour me spécialiser en droit des étrangers et demandeurs d'asile. Et avant, jusqu'à mon élection, je travaillais comme intervenante sociale dans une association. Je tenais un centre d'hébergement pour des demandeurs d'asile.
Et depuis maintenant 5 ans, quasiment, je suis élue à la ville de Bordeaux. J'ai arrêté toute activité professionnelle pour me consacrer à mon mandat à 100%. Les choses que je veux porter dans ce congrès, donc vous connaissez peut-être notre mouvement, j'en ai parlé, mais on est très on est très en lien, on porte fort les questions féministes et notamment écoféministes. C'est vraiment des valeurs qui nous guident dans notre construction de lignes politiques et dans la manière dont on fait de la politique. Mais on est aussi sur des questions d'antiracisme. Alors, qu'est-ce que l'antiracisme pour nous? Alors, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que l'antiracisme, mais comment nous, on s'en sert dans notre manière de faire de la politique. C'est-à-dire que c'est vraiment une base et une valeur. Et il n'y a pas de moment où on peut accepter, faire des concessions sur ce sujet-là. C'est comme le féminisme, on doit être très clair dessus, on doit le porter toujours et on doit faire en sorte que notre parti soit toujours inclusif, accessible et que les gens s'y sentent bien. L'accessibilité, c'est aussi la question de l'anti-validisme, de faire en sorte d'avoir un parti qui puisse accueillir tous et toutes, faire une place à tout le monde, être rigoureux sur la question de l'accessibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap, que toutes les personnes puissent s'emparer des sujets, puissent venir aux réunions, puissent être intégrées dans les collectifs. Et ça, c'est des choses qui sont encore même si on a beaucoup avancé dans le travail, même si on a beaucoup avancé dans le parti et qu'on y travaille, on a encore des choses à améliorer, on doit continuer à le porter. Sur une thématique aussi qui nous importe beaucoup et qui est, je crois, très d'actualité, c'est la question de l'anticapitalisme. C'est un sujet qu'on ne peut pas contourner aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Et il ne suffit pas de se déclarer anticapitaliste, puisque l'anticapitalisme, c'est comme le féminisme, c'est comme l'antiracisme, c'est pas un pins que l'on met au revers de sa veste et ensuite c'est fait, on a coché la case. Ça demande surtout aujourd'hui dans une société capitaliste et mondialisée, ça demande un énorme travail aujourd'hui de théorisation, de mise en pratique de ces choses-là pour réussir à expliquer aux gens comment on va passer dans une autre société, comment on va faire autrement, comment, alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout va fermer, tout va s'arrêter, tout va décroître, mais on a une vraie question de transition sur ces questions économiques comme les questions de transition environnementale. Donc notre parti doit être entièrement mobilisé sur la question de l'anticapitalisme et sur la question de la construction de la société de demain, sortie de ces rapports de domination, de prédation et notamment économique. Donc on a plein d'autres sujets, la question de l'union, par exemple, la question animale, mais je vais laisser Théo présenter sa candidature et il reviendra aussi sur des points qui sont fondateurs de notre collectif. Bonsoir tout le monde. Déjà, merci de nous consacrer du temps. Je sais que le temps militant est précieux et il y a quelques Parisiens ici qui sont en plus pas mal sollicités pour la question de la désignation du candidat à Paris. Merci d'être là. Donc moi, c'est Théo Garcia. Je suis adhérent dans le parti depuis 2014, depuis 11 ans. Au tout départ, c'était pas forcément le chemin le plus évident puisque je viens d'un milieu ouvrier d'une ville en désindustrialisation, avec une famille qui a pas mal travaillé dans l'industrie automobile et dans l'industrie pétrochimique. Donc pas trop ce qu'il y a de plus écolo, mais j'ai aussi vu en fait les conséquences de ce modèle sur l'environnement dans lequel j'ai grandi, sur les personnes qui composent ma famille, les durées de vie, etc. Vraiment réduite et ça m'a mis très en colère et j'ai voulu en fait combattre, remettre en question ce modèle et l'écologie aujourd'hui est le seul modèle, enfin le seul projet politique qui remet vraiment en question ce modèle destructeur pour les vies humaines et pour l'environnement. Donc c'est comme ça que je suis venu chez les écologistes. Donc 11 ans d'engagement, 11 ans de combat sur vraiment plein de combats, que ce soit sur les luttes sociales comme la loi travail, la loi retraite, les luttes environnementales, les marches pour le climat, etc. Aussi beaucoup de combats en interne. J'ai eu la chance d'être co-secrétaire national des jeunes écologistes et responsable de commission, donc j'ai pu mener en interne pas mal de combats, notamment sur la place des jeunes, et ça c'est vraiment un combat dont je suis fier parce que
Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé à me saisir de ce sujet en 2019, sur une liste de plus de 70 personnes aux européennes, il y avait, je crois, 6 candidats de moins, de, de, de moins de 30 ans, quand en Allemagne, on avait presque 50%. Et ça a été, à force de combat, aujourd'hui, on a des quotas qui garantissent une place beaucoup plus intéressante pour les jeunes. Et on sait que c'est important pour le dynamisme de liste, aussi pour nous élargir et aller chercher en fait les gens qui, quand ils bougent, les élections nous sont favorables. J'ai aussi pas mal travaillé sur la question de l'inclusion sociale, puisque j'ai mis en place, quand j'étais à la tête des jeunes écologistes, des systèmes de solidarité qui ont permis à tout le monde de participer, que ce soit à nos forums, aux journées d'été, etc., prise en charge des logements, prise en charge des déplacements. Et je pense que c'est vraiment une voie qui est importante si on veut être un parti qui non seulement parle à tous, mais donne de l'espace à tous et toutes. Et on sait que c'est parfois compliqué de donner du temps et ça demande parfois beaucoup de moyens. Donc il y a vraiment cette question de l'inclusion qui m'a été très chère. La question aussi d'une écologie exigeante et qui s'affiche en rupture avec le système. Et là, pareil, on a avec les jeunes écologistes, c'était vraiment à l'initiative des premières grèves pour le climat en France. Donc en 2019, quand ensuite donné toutes les grandes marches pour le climat qui vous ont tous et toutes rassemblés, j'imagine, et qui ont aussi participé à notre beau score en 2019. Un combat particulier aussi sur enfin, sur la condition animale, avec une participation à l'accompagnement de la commission qui s'est lancée à peu près quand je suis arrivé. Pas mal de combats. Moi, ma spécialité, c'était tout ce qui était lié à la mer, donc les mammifères marins et les poissons. Et les premières motions de pêche qui prennent en question la question de la condition animale, c'est moi qui les ai portées. Donc ça, c'est une petite fierté aussi. Et puis l'antiracisme, où là aussi, on partait très loin dans le parti, puisque j'ai passé tout un moment à expliquer que la question de l'antiracisme n'était pas forcément à gérer dans la commission immigration, dans la commission quartier populaire, qu'il s'agissait bien de trois sujets différents. Et à force de bataille et à force d'avoir pu trouver d'autres alliés dans le parti, on a réussi à arriver sur la création d'une commission de lutte contre le racisme il y a à peu près 3 ans. Donc c'est aussi une victoire. J'ai été co-responsable du coup aussi de la commission de la Comeco, donc économie, service public, social du parti, ce qui a été très intéressant parce qu'on a pu, et je pense notamment avec Eva Sass qui a beaucoup œuvré avec moi, travailler à ce qu'on ait un vrai programme, une vraie pensée sur l'encadrement de la finance, mettre vraiment au cœur de notre logiciel la question des inégalités sociales et comment elles s'articulaient aux inégalités environnementales. Et donc voilà, c'est vraiment des choses que j'ai pu porter en interne. Et maintenant, j'ai envie de porter autre chose, c'est-à-dire d'être porte-parole du parti. Je pense qu'on a besoin, qu'on ait un moment de bascule de société, et on a le choix entre aller vers du mieux et avoir vraiment une victoire du camp progressiste, écolo et compagnie, mais aussi le risque de tomber vers le moins bien, donc c'est l'extrême droite et le fascisme. Et pour basculer l'un ou l'autre, il va falloir qu'on mette toute notre force pour faire basculer dans notre camp la victoire. Et c'est ce que je Ton micro s'est coupé, Théo. Pardon. Je compte aller mener la bataille culturelle partout, aller décortiquer, contredire tout le récit d'extrême droite qu'on nous sert partout. On a face à nous des personnes puissantes, hein, puisqu'on a quand même les milliardaires qui basculent vers l'extrême droite et tout. Donc le combat est titanesque, mais il doit être mené. Et je regrette qu'on soit, pour le moment, peut-être pas assez au combat sur les questions d'immigration, sur les questions de la laïcité, sur la question du racisme, sur la question de l'islamophobie. Et du coup, voilà, j'aimerais, au nom du parti, aller porter ces combats, pas seul, mais les porter. Et c'est pour ça que je suis candidat. L'écologie dans laquelle je m'inscris, elle se met vraiment à la croisée des luttes qui parcourent notre société, les luttes antiracistes, les luttes écoféministes, luttes antivalidistes, antispécistes. Pour moi, c'est très, très important. Je pense que les raisons qui expliquent
la surexploitation de la planète sont les mêmes qui expliquent la domination et la prédation de certains êtres humains sur d'autres êtres humains. Et c'est en allant à les remettre ça tout en question qu'on pourra stopper aussi la destruction de la nature. Et pour moi, c'est deux choses qui sont très très liées. Je pense aussi que c'est un moyen d'aller chercher les gens pour que les gens se déplacent, pour que les gens aient envie de nous soutenir, de s'investir, d'aller voter. C'est aussi voilà, leur montrer qu'on prend en compte des choses qui les touchent au jour le jour. Moi, j'ai des grands-parents qui ont vécu très fortement le racisme et leur récit m'ont nourri. J'ai des parents qui ont vécu le racisme et leur récit m'ont nourri. J'ai vécu le racisme, mes frères et mes sœurs ont vécu le racisme et mes petits cousins le vivent encore maintenant. Et en fait, voilà, ça marque nos existences. Et je pense que répondre à ces problèmes permet aussi d'aller chercher les gens et d'aller chercher une majorité. Et c'est ce que fait en fait l'extrême droite dans un autre sens, en allant chercher les réseaux masculinistes, par exemple. Donc nous allons mobiliser et chercher un peu cette France qui n'attend que ça de se réveiller et de vraiment changer les choses. Je m'inscris également, et c'est pour ça que je suis chez Radicalement Vote, dans une vision radicale de l'écologie. Je pense que on est dans une situation qui est tellement catastrophique sur le point de vue du climat, de l'érosion de la diversité, de la biodiversité, pardon, de l'érosion, enfin des conséquences catastrophiques de nos modes de vie sur l'environnement qu'on ne peut pas porter de demi-mesure et qu'il faut assumer une radicalité. C'est être honnête aussi envers les gens. Nos objectifs climatiques, c'est une division par 6 de nos gaz à effet de serre, de nos gaz à effet de serre. Et en fait, ça, on ne l'obtiendra pas avec des demi-mesures. Donc voilà, il faut assumer la radicalité. Et je pense que c'est aussi en assumant la radicalité qu'on arrivera à porter un contre-projet positif pour les gens. Parce qu'il y a des choses positives dans ce qu'on propose, dans ce qu'on doit travailler. Et je trouve que ne pas assumer ce débat-là, c'est aussi en fait un peu nous condamner à l'inaction. Voilà, je pense avoir quelques qualités pour présenter ma candidature. J'ai la chance d'avoir du coup été secrétaire national des jeunes écologistes, d'avoir été en charge de la com pour OLV à Paris, de travailler pour une députée qui s'appelle Sandrine Rousseau et qui me permet d'avoir un accès aux médias déjà aujourd'hui. Je pense que c'est des choses qui comptent. Moi, je regrette de ne pas avoir plus vu nos porte-paroles pour le moment et je compte bien Théo, t'as plus de micro, il faut que tu remettes ton micro. Je suis désolé, en fait, j'ai un petit bug d'ordi qui verrouille. Ouais. J'en, pardon, du coup, je reprends où j'en étais. Oui, donc voilà, cette expérience, je compte vraiment la mettre à profit pour être présent dans les médias et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Pour l'instant, on a peu d'écologistes qui sont présents dans les médias. Il faut qu'on soit plus à mener la bataille, etc. Je pense avoir une voix en tant que personne racisée, personne LGBT, issue d'un milieu ouvrier qui est différente et qui peut parler à une population qu'on ne touche pas encore. Et il va falloir qu'on s'élargisse, qu'on sorte de notre zone de confort. C'est vraiment important si on veut gagner la bataille culturelle dans la société. Et voilà, et donc c'est pour ça que je demande de me faire confiance. Être porte-parole, c'est aussi faire partie dans le parti du secrétariat exécutif, donc ce qui va un petit peu diriger le parti sur les 3 prochaines années. Et moi, je suis très, très attaché à ce que ce secrétariat exécutif se saisisse de plusieurs questions. La question de l'inclusion dans le parti, j'en ai parlé tout à l'heure. Aussi la question de garantir un espace safe pour nos militants et militantes. Et je pense qu'il y a eu plusieurs épisodes passés qui montrent que c'est pas encore tout à fait le cas, donc il y a du boulot là-dessus. Et puis enfin, il y a quelque chose qui s'appelle le nouveau Front populaire, qui était une belle promesse, qu'on est un petit peu en train de laisser mourir en attendant que LFI et le PS s'écharpent pour voir ne rien faire. Et ben non, moi je suis pour qu'on s'en ressaisisse, qu'on en fasse un outil de victoire intéressant, qu'on donne de l'espace à tous les gens qu'on a été chercher, aux associations, aux ONG, aux simples militants, et qu'on en fasse un outil pour gagner en 2027 et enfin changer les choses. Voilà. Donc, bah faites-moi confiance et donnez votre soutien. On compte vraiment sur vous. Donc on a une question dans le chat.
te propose, Théo, si ça te va de répondre, c'est sur l'immigration. Vous m'entendez bien là? Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux la lire parce que Ouais, j'ai un petit bug avec Zoom et qui fait pas que de j'ai. souci. Voilà, Reconnaissez-vous la colonisation comme cause de l'immigration et que donc la France n'a pas à se plaindre de ce dont elle est responsable et que la France n'a pas droit de rejeter les gens qu'elle a colonisés? Alors, du coup, moi, oui, on reconnaît la colonisation comme cause de l'immigration, mais ce n'est pas la seule cause. Alors moi, juste, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle Land Vita, l'Association nationale pour les territoires et villes accueillantes, qui est une association qui a été fondée par Damien Carême il y a quelques années, qui est aujourd'hui présidée par Damien Carême et Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg. Et à Landvita, on prône l'accueil inconditionnel. Donc, c'est une association qui réunit des collectivités territoriales et on prône l'accueil inconditionnel des personnes migrantes sur nos territoires. Et donc, oui, il y a plusieurs causes à l'immigration. Il y a les questions climatiques, les personnes qui, pour des raisons climatiques, ne peuvent plus vivre à un endroit parce qu'il fait trop chaud, trop froid, parce que l'eau monte, parce qu'il ne pleut plus assez, parce que ils n'arrivent plus à produire de la nourriture. Il y a la pauvreté, il y a les guerres, les conflits, il y a aussi des personnes qui sont déplacées de force par des industriels qui viennent chercher des ressources. Et dans tout ça, il y a un très gros facteur lié à l'activité des pays occidentaux, que ce soit la colonisation, l'activité agricole, l'activité industrielle. Euh, et souvent, les uns et les autres sont liés, et notamment les activités industrielles. On sait qu'elles peuvent être liées à des conflits locaux. On a un producteur de ciment français qui a été condamné pour des actes, enfin pour le financement de terrorisme. On a Total qui vire des gens d'un certain nombre de terres qui pourtant est occupée par ces personnes depuis des décennies, voire des millénaires. Donc oui, notre activité a un impact important sur les populations qui se retrouvent ensuite à être des populations migrantes. Et donc on pense que on ne doit pas rejeter les personnes, qu'on doit les accueillir dignement. On nous demande, en fait, souvent on parle du problème de l'immigration et il y a des gens qui disent non, mais il n'y a pas de problème avec l'immigration. Alors moi, je ne dis pas tout à fait ça. Moi, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui en France avec l'immigration, sauf que le problème, il n'est pas ce qu'on nous en dit pour nous, le problème, c'est d'avoir autant de personnes migrantes qui sont maltraitées, qui sont mal accueillies, qui sont à la rue, qui sont sans papier. On pense qu'il faut régulariser massivement, et ça, c'est un des sujets. Théo, tout à l'heure, parlait de bataille culturelle, et je pense que sur un certain nombre de sujets, la gauche a beaucoup trop reculé. La gauche s'est complexée et ne sait plus comment parler des sujets. Nous, on est pour assumer une ligne claire et pas seulement une ligne qui est à la mode, une ligne qui a le vent en poupe. On pense que même quand les sujets sont difficiles, ça crée encore plus de confusion et ça éloigne encore plus les gens de nous quand on les défend pas clairement ou qu'on les défend à demi-mot ou qu'on s'empêche de répondre aux questions. Donc oui, non, on le dit clairement, il faut régulariser massivement les personnes qui sont sans titre de séjour sur notre territoire. Il faut accueillir, il faut héberger. Il faut ouvrir les frontières pour un certain nombre de personnes qui sont en recherche de refuge, en recherche de sécurité. C'est pas juste quand il y a la bonne guerre avec les bons migrants qu'il faut s'ouvrir et accueillir. Surtout que la France se dit terre d'accueil et terre des droits de l'homme, mais ces dernières années, lorsqu'il y a eu des conflits, nous avons toujours accueilli à la marge, en petite quantité, au compte-gouttes. Ça a été le cas pour la Syrie, ça a été le cas pour l'Afghanistan, ça a été le cas pour l'Ukraine. Donc on a un vrai problème avec ça. On a un problème avec l'immigration, il réside dans la manière dont on considère les migrants et dont on considère le partage des richesses avec les personnes issues des territoires. Après, il y a d'autres choses à faire, puisqu'en fait, les migrants, il y en a une grande partie qui est ici par obligation, qui migre par obligation et qui aimerait mieux rester dans leur région, sur leur territoire d'origine. Et on devrait pouvoir travailler notamment par la solidarité internationale et par l'aide internationale et par l'aide au développement à faire en sorte que nous redistribuions une partie des richesses des pays riches qui ont été fondés
sur l'exploitation de leur territoire, de leurs ressources et même de leurs ancêtres. Nous devons participer à la solidarité internationale pour permettre d'améliorer les conditions de vie, de pacifier les zones, d'empêcher les industriels de faire du mal aux terres et aux familles et permettre aux gens, s'ils le souhaitent, s'ils le veulent, de rester sur leur territoire. Oui, pour compléter, merci de la question. Moi, ça me touche parce que je suis un pur produit de la colonisation. J'ai une famille qui vient de La Réunion, donc qui est descendante d'esclaves et d'esclavagistes. J'ai aussi une partie de ma famille qui est pied noir et je suis avec un Libanais. Donc, voilà, je vis les conséquences de la colonisation au quotidien. Et je partage ce qu'a dit Harmonie. Pour moi, je suis très sensible quand même à la question de l'égalité, de la réciprocité. Et pour avoir eu la chance depuis mon enfance d'avoir beaucoup bougé, d'avoir voyagé, j'ai vu ô combien il était facile pour les Européens, les Occidentaux, d'aller partout. Et je pense que si on était vraiment dans un monde qui promeut les droits humains et l'égalité, ça devrait être le cas pour tout le monde et c'est vraiment regrettable que ça ne le soit pas. Les gens ne choisissent pas où ils naissent, c'est le hasard de la naissance et on a tendance à un petit peu l'oublier. Donc à 100% d'accord avec cette question militante qui, moi, me fait plaisir parce on n'en parle jamais. Et puis, moi, je souhaite pas qu'il y ait moins d'immigration. C'est pas un problème pour moi. Et si on en veut moins, c'est très facile. En fait, il y a plein de choses à changer. Il faut arrêter de piller les pays. Il faut arrêter d'entretenir des guerres pour avoir accès des ressources rares. Il faut arrêter d'aller piller, par exemple, le poisson au large du Sénégal et appauvrir les pêcheurs et les agriculteurs un peu partout dans le monde avec notre agriculture exportatrice subventionnée. Enfin, il y a plein de choses à revoir et qui permettraient d'être dans un monde un peu plus égal et un peu plus bienveillant aussi. Je pense que c'est ce qui manque. Voilà. Et non, n'ayons pas peur de tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà. On est une nation qui s'est construite de mélange. C'est ce qui fait sa force aussi. Et parfois, ça n'a pas été fait toujours dans des bonnes conditions, loin de là. Mais c'est la richesse aussi de ce qu'on est. Donc, voilà. On est une terre d'immigration depuis très longtemps. Et il y a une autre question que je vais lire, mais juste avant, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que les personnes migrantes pour la plupart, pour celles qui le peuvent, pour celles qui y arrivent, quand elles sont sur notre territoire, elles travaillent, elles participent à l'économie, elles payent des impôts, même quand on sont sans titre de séjour toutes sortes d'impôts, la TVA, mais aussi l'impôt sur le revenu, même quand elles n'ont pas le droit au travail. Et il faut être reconnaissant de cette participation à l'économie, mais pour autant, et ça je tiens à le dire parce que c'est pas toujours clair chez les écologistes, la plus-value des personnes migrantes sur le territoire, elle ne réside pas que dans leur force de travail. Donc on n'accueille pas que des gens dans la période où ils sont et elles sont en capacité de travailler pour les renvoyer après. On accueille aussi les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables, les personnes non autonomes et les personnes âgées et très âgées. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a tendance, par peur, comme je le dis, parce qu'on est complexé sur ces questions-là, à essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut mettre de sérieux et de raisonnable en avant. Et souvent, c'est leur force de travail. Mais ces gens ont une intelligence, une culture, une voix. Et sont porteurs de toutes sortes de ressources, mais aussi de vulnérabilité. Et tout ça fait partie de la société et tout ça doit être accueilli au même titre que la force de travail. Les migrants ne sont pas que des choses utiles pour l'économie. La question posée par Yasmina, c'est comment, en tant que futur secrétaire national ou futur porte-parole, vous incarnez la représentativité dans ce monde politique qui semble réservé pour une certaine classe. Comment allez-vous faire pour que tout le monde se sente représenté et pas certaines classes mises de côté? Alors, merci pour cette question. C'est effectivement quelque chose qui nous tient à cœur. Tu as tout à fait raison quand tu dis que la classe politique semble être réservée à une certaine classe. Elle l'est pas dans la règle, mais dans les faits, elle l'est, et ce pour plusieurs raisons. Parce que pour militer, il faut du temps, il faut de l'argent.
Il faut souvent un certain niveau d'études, un certain entourage, un certain milieu social, il faut du réseau et une certaine manière de se tenir, de s'habiller. Et souvent, ce sont les personnes qui ont leur entourage, leurs parents, qui sont dans la politique, qui arrivent à se faire une place dans la politique. Et ça, pour nous, c'est extrêmement problématique. Alors, c'est pas que ça qui arrive en politique et je pense que Théo, moi et d'autres en sommes la preuve. Moi, je viens d'une famille populaire. Mon père était conducteur de bus. Alors, il a été fonctionnaire pour une partie de sa vie, puis conducteur de bus. Ma mère a été nounou et femme de ménage. Mon frère est jardinier paysagiste. Je viens pas d'un milieu très politisé. Mes parents n'étaient pas, alors ils votaient, mais c'est tout. Ils n'étaient pas investis en politique. Et j'ai eu des périodes de ma vie, notamment quand j'ai commencé la politique, qui étaient des périodes où j'étais en difficulté financière importante. J'avais pas de travail. Je me suis retrouvée au RSA. Et malgré tout, j'ai réussi et j'arrive à être là, à être élue. Mais c'est le fruit d'un certain nombre de moments de chance et de bonnes rencontres. Et c'est assez exceptionnel. Et de toute façon, on le voit dans la représentation des personnes en politique, ces parcours-là restent assez exceptionnels. Donc on a un vrai travail pour ouvrir ça. Alors déjà, pour faire de la représentativité, il faut l'incarner en étant là, en étant présent. Et notre présence peut servir à pousser les murs pour d'autres après nous, à servir de rôle modèle. Donc on continuera de dire d'où on vient et de le porter. Ensuite, ce que l'on dit, c'est que il y a plein de personnes qui ont plein de choses à apporter à la politique, au bien commun, au débat public. Mais il faut accepter que les gens aient des parcours différents, des manières de s'exprimer différentes, des physiques et des représentations différentes. Et ça, c'est pas encore tout à fait acquis en politique et ça reste encore parfois compliqué. Je sais que pour les gens qui viennent de mon milieu, on nous renvoie souvent qu'on s'exprime mal, qu'on n'est pas tout à fait poli ou qu'on est agressif. Et ça, c'est vraiment une manière vraiment un jugement de classe. Parce que moi, par exemple, je peux me mettre en colère pour des choses qui sont légitimes ou comme tout le monde parce que des fois je suis fatiguée. Je fais attention à mon langage. Je pense être quelqu'un d'assez poli. Et pour autant, les gens aiment bien me dire ou se dire que je suis pas poli et que je parle pas comme il faut. Et c'est souvent vraiment un jugement de valeur et de classe. Vous savez, on entend beaucoup dire aussi, oh là là, à l'Assemblée, c'est la catastrophe depuis qu'il y a la LFI et une partie de la gauche, mais ça vise beaucoup la LFI. C'est aussi des choses qui relèvent pour beaucoup de jugements de classe. Il y a des gens à l'Assemblée nationale qui sont des bourgeois ou des grands bourgeois qui ne se comportent pas bien, qui insultent, qui sont bourrés après 14 heures. Et ceux-là, on les pointe beaucoup moins du doigt parce que ce sont des personnes qui sont bourgeoises. Et chez les bourgeois, il y a des gens très bien, il y a des gens qui sont très intéressants et très utiles pour le bien commun aussi, mais ça ne doit pas être notre référentiel pour faire de la politique. Les milieux de classe supérieure ne sont pas le référentiel qui doit être utilisé. On doit arrêter d'essayer de se déguiser en eux, de se notabiliser pour avoir une petite place en politique. Et ça, je pense, avec Théo et avec Tout Radicalement Vôtre, on continuera de le porter fort et de faire de la place à tous et toutes. Théo, je suppose que tu veux rajouter sur ça. Et je pense qu'il y a un... alors, pour le coup, ça ne sera pas forcément ce qu'il y a de plus populaire dans le parti pour avoir plusieurs fois eu le débat, mais il va falloir arrêter de se regarder le nombril et assumer le problème qu'on a à laisser de la place à d'autres profils dans ce parti. Et pour ça, le seul moyen, c'est de faire comme on a fait pour permettre aux femmes d'être mieux représentées dans le parti, plus souvent candidates, même si on peut encore s'améliorer, hein, on ne va pas se mentir. Ça a été la parité, qui veut dire à peu près un quota de 50%, même si les femmes sont 52%, donc on pourrait monter à 52% de femmes. Ça a été ensuite ce qu'on a commencé à mettre en place, pour lequel on doit se battre à chaque élection pour le remettre. C'est la question du quota des jeunes, et je pense qu'il va falloir qu'on voit comment on travaille à des incitations un peu plus coercitives pour avoir une représentativité beaucoup plus intéressante de nos listes candidats, de nos cadres internes. Et c'est vraiment, je pense, très important. Et puis, aller voir ce qui marche. Moi, j'ai été la semaine dernière avec Sandrine, on a été invité par Carlos Bilongo
à Villiers-le-Bel, donc dans un quartier populaire. Il a organisé un truc qui s'appelle le Parlement des femmes. Il y avait 300 femmes issues de quartiers populaires seulement pour sa ville. Je crois pas qu'il y a un seul groupe local qui réussit à avoir plus de 50 personnes actives issues des quartiers populaires dans ce parti. Donc, allons voir ce que fait Carlos Bilongo, comment il parle, euh, comment il va aller chercher ces personnes qu'on a du mal à toucher. Euh, et voilà, comment on change nos habitudes et comment on s'ouvre à d'autres débats. Je remercie Hassen qui est ici. Moi, j'ai été aussi agréablement surpris du travail qui est fait par la scène à Marseille pour faire venir des nouveaux profils. Dans notre mention, on a aussi Saba du groupe local d'Avignon qui fait aussi un super travail et ça fait plaisir de voir que l'écologie peut parler à d'autres gens aussi. Euh, et on a à gagner à faire en sorte que l'écologie parle à d'autres gens. Donc il y a tout ça à changer. Et c'est un énorme chantier, mais il faut qu'on ait des gens qui vraiment le prennent fort et c'est pas juste de dire j'aime, je sais pas, Michel Sardou et du coup je fais de l'écologie populairement. Ça demande vraiment une remise en question très profonde de nos manières de faire de la politique en interne et de qui on met en avant, etc. Oui, la question de l'écologie populaire est très importante aussi parce que quand on se bat pour des valeurs féministes, écoféministes, quand on se bat contre le patriarcat, on se bat aussi contre le paternalisme et c'est plus possible d'avoir une partie de la population qui se croit et qui se dit capable de réfléchir et de savoir ce qui est bien pour tous et pour toutes. Et donc, on a un vrai enjeu à aller chercher des personnes nouvelles, à les faire rentrer dans le parti, à les faire participer au débat. Et pour celles et ceux qui ne veulent pas rentrer dans le parti, on doit aussi entretenir un lien qui soit fort et permanent avec la société civile. On a peut-être un peu raté ça avec le NFP, alors pas au moment du NFP, mais ensuite on a eu du mal à l'entretenir. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que c'est difficile de faire de la place à tout le monde parce qu'on a peur de perdre la main, mais je crois qu'on doit se laisser déborder, qu'on doit se laisser envahir par la société et que quand on prône des choses comme la démocratie locale, la démocratie permanente, l'instauration de constituantes, on doit être en capacité de permettre aux gens de participer et pas juste d'être présent, d'écrire des doléances sur des cahiers, mais de vraiment participer, prendre des décisions et avoir une place. Et puis, donc voilà, on a peur de perdre la main, mais aussi, je crois qu'après le NFP, on a eu plein d'autres urgences. Et on voit quand on est la tête dans le guidon, quand on a des urgences, qu'il y a des sujets que l'on porte pas aussi fort et pas avec autant de constance. Et peut-être que l'ouverture aux gens, à d'autres profils, à d'autres milieux en fait partie. Moi, je pense qu'il faut arrêter de voir l'électorat comme une part de gâteau existante que l'on se partage. Il faut vraiment ouvrir les portes et ouvrir les fenêtres pour faire entrer tous et toutes dans la participation au débat. Et parce qu'en plus, il y a de plus en plus d'abstention, donc le gâteau se réduit de plus en plus et on en finit à se partager des miettes et à plus faire de la politique pour tout le monde. Donc c'est vraiment important. Ça fait partie aussi des choses que l'on porte pendant le congrès un peu malgré nous. C'est toutes les difficultés que l'on rencontre au cours de ce congrès, d'un parti qui semble verrouillé, dans lequel il faut des signatures, mais on ne nous donne pas les moyens de recueillir ces signatures, on n'a pas de liste de diffusion. C'est très compliqué pour accéder à la plateforme. Il y a toute une partie des adhérents qui sont trop jeunes adhérents, qui ne peuvent même pas aller voir les candidatures sur la plateforme. On m'a confirmé aujourd'hui que s'ils avaient un message d'erreur, c'est parce qu'ils ne sont pas autorisés à rentrer, parce qu'ils n'ont pas droit de vote. Il faut cliquer 6 fois pour réussir à avoir une candidature pour finalement être envoyé sur nos propres formulaires qu'on doit gérer nous-mêmes. Enfin, tout ça est extrêmement compliqué et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des choses qui soient autant compliquées. On est un parti de 16 000 adhérents, on n'est même pas dans une élection présidentielle avec 63 millions de personnes. Donc là, on a besoin aussi de simplifier les process, de réinsuffler de la démocratie, de la simplicité et de la possibilité pour les militants de pouvoir se présenter et de pouvoir voter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah bah, au revoir Yasmina qui doit s'en aller parce qu'elle est en décalage horaire. Elle est à Montréal.
Je vois pas d'autres questions. Théo, tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi, je suis très attaché à ce qu'on respecte davantage les militants. Et je pense que on a présenté parce que j'imagine que vous avez suivi, qu'on a changé d'identité, on s'appelle les écologistes, on a refait nos statuts, etc. Et on a présenté la fin d'émotion. Or, jamais l'émotion n'ont été aussi existantes et importantes. Pour vous donner une idée, pour qu'Harmonie et moi on puisse être candidats, il nous faut le soutien de 330 personnes sans avoir accès aux listes de diffusion. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un réseau très construit pour, euh, pour pouvoir être candidat. Et ça, c'est l'émotion par excellence. Je pense qu'il faut qu'on retrouve le chemin, voilà, d'une honnêteté envers les militants. C'est-à-dire que on peut maintenir l'émotion et dire que c'est important qu'il y ait des lignes politiques dans le parti. Mais voilà, je serais vraiment attaché et ça, je fais confiance aussi à Harmonie, quand on sera dans le secrétariat exécutif, pour qu'on soit avec un secrétariat exécutif un peu plus respectueux de ce qu'il promet aux militants. On avait promis un système de vote plus clair, où il suffirait d'aller sur une plateforme pour soutenir, etc. C'est pas le cas. Et c'est un peu dommage. Donc voilà, je le redis parce que je pense que on a une manière de faire de la politique qui est un peu différente aussi chez Radicalement Vôtre, et qu'on est, quand on, voilà, on s'engage sur des choses qu'on a vraiment envie de mener, et pas du blabla pour étouffer, je ne sais. Frédéric, tu as levé la main. Oui, oui, je vous remercie. Oui, bon bah moi je vais mettre ma cloque. Je veux pas parler plus de 3 minutes. Donc vous voyez, c'est parti. Je suis récent chez les Verts parce que je suis venu en début d'année 2024 pour participer à la campagne des européennes parce que je voyais se profiler une catastrophe électorale qui s'est produite. Ok. Et je partage un certain nombre, depuis que je suis là, je partage un certain nombre de choses que vous avez dites, en particulier que on ne contredit pas assez les arguments de l'extrême droite. Ça, c'est clair et net. Que la gauche est complexée sur un certain nombre de sujets. Et ça aussi, je suis là-dessus. Par exemple, sur l'immigration, le truc, c'est on n'en parle pas. Moi, je connais pas la position des Verts sur l'immigration. Voilà. Donc, en particulier c'est poser la question sur des rapports avec la colonisation, mais c'est parce que tant qu'on n'attaquera pas l'extrême droite sur la question coloniale, on s'en sortira pas, hein. C'est une affaire réglée, hein. Euh, bon, j'apprécie aussi beaucoup le commentaire de Harmonie sur le ton. Moi, j'ai des petits problèmes comme ça aussi parce que de temps en temps, je me mets en colère quand je me sens attaqué et qu'il y en a qui apprécient pas. Euh, euh, et puis que bon, oui, et que je suis assez d'accord qu'il faut arrêter de se regarder le nombril parce que et moi, je suis en Amérique du Nord et c'est ce qu'on fait. Ça fait 1 an et demi qu'on est là et à part faire des réunions, on fait rien. Donc, et ça, je pense que c'est pas possible et qu'il faut changer. En tout cas, bon, j'étais pas trop décidé à vous soutenir parce que je pense que sur la question de la colonisation et de l'immigration, vous êtes un peu faible. Mais comme il y a beaucoup d'autres choses, en particulier, bon, il faut reconnaître aussi la question du sexisme. Bon, Sandrine Rousseau a fait un travail absolument excellent. Euh, donc, euh, donc en fait, maintenant, je suis assez proche de vous. Mais j'ai quand même des grosses réticences, enfin une certaine différence sur la question de l'immigration et de sa cause, la colonisation, parce que c'est la cause principale. Et que c'est là-dessus, il faut qu'on explique aux gens de l'extrême droite, hein. Mon Dieu, t'es pas content, il fallait pas coloniser, hein. Tous les arguments du genre l'immigration choisie. Mon Dieu, on a choisi il y a bien longtemps. On a choisi le jour où on a colonisé. Maintenant, c'est une affaire réglée. Tu fais avec. T'es pas content, c'est pareil, hein. Et les gens qui ne veulent pas accepter et assumer le passé colonial de la France, moi je suis désolé, ils ne peuvent pas rester français. Il faut, contre l'histoire de la remigration, il faut leur dire, mais écoute, tu veux remigrer des gens, mais toi, tu es candidat aussi, parce que tu refuses d'assumer le passé de ton pays. Donc, tu refuses, donc tu n'es pas français. Ciao. Enfin bon, c'est un peu... j'ai pas mal d'arguments là-dessus, parce que je vais sur les réseaux sociaux d'extrême droite, je cartonne. Donc j'ai un certain nombre d'arguments et ça marche, hein. Mais c'est vrai qu'à gauche, personne ne le fait, hein. Bon, j'avais dit que je tiendrais à trois Merci. minutes, je suis à 3 minutes. Voilà.
C'est Alors, même, c'est- ah pardon, ouais, je rebondis et puis vas-y, ça complète, excuse-moi, Harmonie. vas-y, vas-y. Euh, pour moi, ça va même plus loin que ça, c'est qu'on a une capitulation à gauche, y compris chez les écolos. Je trouve qu'on va de plus en plus vers vraiment le truc des migrants utiles, quoi. Il suffit de regarder un peu les prises de position récentes qui vont dans ce sens-là. Et il va falloir que nous, on rebascule vers un autre discours. Moi, à l'Assemblée, je suis content aussi, Sandrine, elle est membre de la délégation Outre-mer, donc ça nous permet aussi de travailler vraiment la question de la décolonisation, parce qu'il y a l'héritage colonial, mais il y a la question de la décolonisation aussi à porter. Et voilà, c'est des questions qui me sont assez chères, même si voilà, y répondre dans un Zoom comme ça en quelques minutes, ça, c'est un exercice un peu limité, ça mériterait une discussion d'une soirée entière. Oui, juste dire que sur la question migratoire, moi j'ai peut-être un petit réflexe de technicienne sur cette question-là. Moi j'ai du mal à mettre les migrants dans des cases et dire ça c'est la cause, ça c'est la cause, ça c'est la cause, parce que je sais que le résultat après c'est que l'on fait des droits au séjour qui sont différenciés suivant pourquoi la personne est migrante. Et par exemple, moi, je fais partie des écologistes qui sont assez réticents au développement de la question, enfin, du statut de migrant climatique, parce que ensuite, on va créer des cases, encore une case de bons migrants. Et qu'est-ce qu'un migrant climatique? Est-ce que ce sera juste les personnes qui auront de l'eau jusqu'aux genoux, ou est-ce qu'on va aussi prendre en compte celles et ceux qui vivent dans des endroits où il y a trop souvent des tempêtes qui sont un danger? Est-ce qu'on va aussi ajouter celles et ceux qui ne peuvent plus faire d'agriculture là où ils vivent? Et cette question d'avoir des cases et de définir les personnes sur pourquoi ils et elles ont migré, moi, ça me fait toujours un peu peur parce qu'on le voit même dans la question de l'asile, il y a les différentes cases d'asile, il y a aussi réfugiés. Enfin, il y a aussi la protection subsidiaire et on rajoute toujours des cases et qui servent jamais à ouvrir plus largement le droit au séjour, mais qui servent au contraire à restreindre et à exclure notamment celles et ceux qui n'arriveraient pas à porter les preuves suffisantes de leur raison migratoire. Il y avait une autre question dans le chat. Bonsoir, concrètement, comment voulez-vous simplifier le fonctionnement du mouvement? Alors, sur la simplification du fonctionnement du mouvement, alors moi, je peux dire sur la simplification du congrès et des statuts, on a eu des changements statutaires qui étaient récents. C'était une grosse part de ce qui était porté par Marine Tondelier et son courant lors du dernier congrès, c'était la suppression des motions. Moi, je n'ai jamais été pour ça, tout simplement parce que je n'y crois pas. Ça n'existe pas de supprimer les courants de pensée dans un parti. Et si ça existe, eh ben, c'est un parti avec une ligne unique et il n'en sort jamais des choses très intéressantes puisque ça, on finit par tourner en rond. Mais finalement, officiellement supprimer les motions ou les courants de pensée, ça n'a qu'une conséquence, c'est de resserrer vers un petit noyau de personnes très informées et qui dirigent et qui travaillent entre elles et qui négocient entre elles. Quand on déformalise les courants, finalement, les gens ne sont plus intégrés à des lieux de travail, à des mouvements de travail. Et d'ailleurs, celles et ceux qui ont voulu la fin de ces mouvements sont celles et ceux qui ont formé les premiers un mouvement pour ce congrès qui s'appelle aujourd'hui le collectif et qui fonctionne tout à fait comme une motion. Vous l'avez vu avec le cas Éric Piolle. Ils ont choisi qui étaient les candidats à quel poste pour leur motion. Et puis, celui qui voulait se présenter et qui n'avait pas été choisi a été exclu à partir du moment où il comptait, et a été exclu. Et d'ailleurs, visiblement, n'arrive même pas à obtenir de signature à partir du moment où il voulait maintenir sa candidature. Donc, on nous a dit tout le monde pourra être candidat, chacun se présentera sur un poste. Mais c'est pas ce qui se passe. On reste enfermé dans, enfin, pas enfermé, organisé par motion, mais c'est plus tout à fait officiel. Et en fait, on nous avait promis la fin des motions et la fin des écuries. Et finalement, on a la fin des motions. Il ne reste plus que les écuries. Et c'est vraiment dommage d'avoir un espèce de fonctionnement caché. Je crois qu'il y a aussi quelque chose sur lequel on a besoin de travailler, c'est le fait de croire que parce qu'il y aurait des motions, des courants de pensée, du débat, on serait en conflit et ce serait mauvais pour l'écologie. Depuis le début de ce mandat, on nous dit souvent mais pourquoi vous vous présentez face à Marine Tondelier? C'est pas gentil pour Marine Tondelier. Et puis Marine Tondelier, elle est populaire, elle est célèbre et c'est bien pour notre mouvement.
Avoir une secrétaire nationale qui est populaire et qui est célèbre, c'est vrai que c'est bien pour notre mouvement. Mais ça n'empêche pas d'avoir un congrès en interne et d'avoir du débat d'idées, d'avoir des idées qui se confrontent. On n'est pas en train de s'insulter dans la presse, on n'est pas en train de se crier dessus dans la rue, on est en train d'essayer d'avoir du débat d'idées. Alors malheureusement, ça passe aussi beaucoup par l'extérieur parce qu'en interne, comme disait Théo, on n'a pas de liste pour communiquer, donc on est obligé de le faire notamment via nos réseaux sociaux. Mais c'est pas un drame de discuter. Et au contraire, si on ne discute plus, on va vraiment s'appauvrir politiquement, intellectuellement, et notre parti va pas aller très loin. Et va pas donner envie aux autres de faire alliance avec nous et de bosser avec nous. Et je te laisse la parole, Théo. Et sur la simplification, bon, c'est une idée, enfin, c'est une réflexion que les écolos se reposent tous les 2 ans dans des EGE, des états généraux de l'écologie. Enfin, c'est un truc moi, ça fait 11 ans que je suis là, que je revois revenir tous les 2 ans. Donc, on peut déjà reprendre tout le travail qui a été fait, voir quels sont un peu ce qui ressort et les pistes pour s'améliorer. Voilà, il y a des mesures d'urgence qu'on peut déjà mettre en place. C'est quand il y a un congrès, c'est veiller à la bonne information des militants. Avant, les militants recevaient un petit courrier avec tous les textes de chacun et chacune, les listes candidates, etc. Bon, bah, on pourrait veiller à ce que les militants reçoivent par mail ces informations-là. On pourrait avoir une plateforme simple comme on a eu en 2016 sur sur les propositions du programme où on pouvait soutenir très très facilement en un seul clic des propositions. Bon, on aurait pu avoir la même chose avec des candidatures où voilà, on va sur le site, il y a nos têtes et les gens peuvent cliquer pour nous soutenir s'ils veulent nous soutenir. Voilà, il y a quelques petites mesures d'urgence pour simplifier les choses qui seraient bienvenues. Pour vous donner une idée, ça fait avec Harmonie à peu près un mois qu'on est à la course aux signatures et essayer de faire comprendre aux gens comment ça marche, comment ils récupèrent leur numéro de congressiste et tout. Ça, c'est vraiment pas possible. C'est une perte de temps qui agace tout le monde. Euh, on a vraiment mieux à faire. On a des municipales dans 1 an. On a peut-être même des législatives avant. Et en fait, faisons autre chose, quoi. Et utilisons le temps du congrès pour débattre, parce qu'il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat qui est programmé. On va se présenter les uns après les autres, mais il n'y a pas de débat. J'aurais préféré débattre qu'aller appeler les gens pour avoir 330 signatures. Donc, on commencera par simplifier déjà le fonctionnement du congrès. Après, il y aura plein de pistes d'amélioration qui sont portées depuis des années par des gens formidables. Alors, William précise sa question. Ma question portait sur le fonctionnement du mouvement dans son organisation et quotidien, pas sur le congrès. Vous avez parlé de rendre le mouvement plus inclusif, plus ouvert. Alors déjà, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur sur la question de l'inclusivité et de l'organisation du congrès, c'est les questions financières. On a vraiment besoin de réfléchir à la manière dont on utilise l'argent dans le parti et notamment comment il peut servir à ce que les gens se déplacent, se rencontrent et fassent de la politique ensemble. Parce que c'est aussi vraiment une question d'inclusivité. Ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure sur l'écologie populaire et la représentativité. On a des gens dans notre parti qui n'ont pas les moyens de se payer des billets de train pour aller aux journées d'été des écolos, pour aller aux séminaires comme on peut avoir régulièrement des séminaires, pour participer à un congrès, par exemple, pour aller à des réunions. Et donc, à chaque fois qu'on organise des choses entre militants, entre camarades proches, dans les courants dans l'émotion, on organise des petites caisses de solidarité pour aider les gens à payer leur transport ou leur repas. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors, on a des endroits où ça marche bien dans le parti, par exemple le Conseil fédéral, on est défrayé de notre hôtel, de notre train et de nos repas, même si c'est pas toujours à hauteur de ce que ça coûte, mais globalement, ça fonctionne quand même vraiment bien. Mais il faut le faire plus, il faut donner plus d'argent aux groupes locaux pour qu'ils puissent organiser, notamment celles et ceux qui sont les plus enclavés dans des territoires avec des difficultés de transport en commun. Quand vous êtes à un endroit où pour aller dans une grande ville, vous êtes obligé de passer par Paris, par exemple, bah, ça coûte beaucoup plus cher. Quand vous avez
des trajets en voiture pour n'importe quelle réunion régionale. Il faut pouvoir aider les gens et défrayer les gens. Et ça, la question financière est vraiment importante. Les journées d'été des écologistes sont un moment, les journées d'été, pour ceux qui ont participé, c'est un moment quand même qui est assez important pour les commissions, pour le parti, pour les instances, mais aussi pour les militants. Ça fait du bien de retrouver d'autres militants, d'avoir 3 jours où on parle politique dans plein d'ateliers sur plein de sujets. Mais encore aujourd'hui, les journées d'été, ça représente une dépense importante quand il faut aller à Strasbourg, au Havre, à Poitiers, à Paris, encore peut-être Paris est le moins compliqué puisque enfin, tous les trains mènent à Paris, mais ça reste des dépenses qui sont importantes et sur lesquelles on doit réfléchir et on pourrait réorienter d'autres dépenses. Je pense à des choses qu'on a fait en double sur des questions de communication, de développement de sites, simplement sur le congrès, par exemple. La dernière journée du congrès, le 26, est une journée qui va être extrêmement coûteuse, une très grande fête, ou je ne sais pas comment dire, représentation. Et encore, on a fait diminuer le montant lors du vote au CF, mais voilà, c'est des choses financièrement, on peut réfléchir et l'argent peut permettre de créer plus d'inclusivité et d'ouvrir le parti. Théo, je te laisse compléter. Oui, et il faut vraiment voir ce qui marche dans les milieux militants et associatifs pour s'élargir. C'est les horaires de réunion, par exemple, et, la mise en place d'espaces pour garder les enfants, ça permettra d'avoir un peu plus de femmes dans les cercles militants. Enfin, il y a plein de choses à améliorer. Il y a aussi la lisibilité de notre fonctionnement interne, l'accessibilité des gens aux instances et la participation des gens. Je pense qu'il faut, là, beaucoup de choses par le choix du bureau exécutif ou le conseil fédéral. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut régulièrement et facilement interroger les militants. J'ai un peu suivi ce qui se faisait chez EQUO, qui est le parti vert un des partis verts espagnols. Bah, eux, ils ont très très régulièrement des votes sur l'équivalent de nos motions thématiques. Bah, moi, ça me choquerait pas que sur des choses comme ça, les militants puissent s'exprimer et que le Conseil fédéral soit un peu plus sur un truc de vrai débat et pas un truc thématique où on valide à l'unanimité un- un- une orientation ou pas. Donc, il y a des choses à gagner. Et puis, il y a aussi il y a un enjeu en fait d'animation qui est très important. Et la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de régions, beaucoup de groupes locaux où l'animation du collectif, du parti, repose sur peu de personnes parce qu'on est dans des régions avec peu d'adhérents, etc. Et ben, que le national envoie, il y a beaucoup de moyens, on a 15 personnes au siège, enfin, qu'on envoie des gens en appui sur ces terres un peu de conquête pour les aider à se développer et tout, et puis pour les aider à fonder des vraies équipes d'animation qui permettent d'améliorer la fluidité du parti. Et il y a des groupes locaux. Moi, je suis dans le 18e, on a la chance d'avoir un groupe à Paris, avoir un groupe d'élus assez actif, un bureau très actif et tout. Le parti fonctionne mieux, mais parce qu'on a des gens qui sont là pour tenir les choses. Et pour ça, il faut être assez. Donc, voilà, il y a des régions où on a une trentaine d'adhérents. Bah, bien sûr que c'est difficile. Dans ce cas-là, il faut mettre les moyens pour aider. Dans les territoires ultramarins, c'est hyper compliqué. Alors, pour les connaître, ça devrait être l'écologie a un boulevard dans ces territoires-là. Mais du coup, bah, il faut une aide extérieure pour permettre d'avoir assez de force pour ensuite animer les choses et fluidifier les choses. Et fluidifier l'accès à l'information. On est noyé dans les mails, dans les infos et tout, et au final, on a très peu d'infos. Il faut un peu mieux organiser tout ça. Et voilà, on a des exemples de partis qui réussissent à le faire à l'étranger, en France aussi. Donc, inspirons-nous de ce qui existe à l'extérieur. Merci Théo. Il n'y a pas d'autres questions là qui sont posées et on arrive, ça fait 1 heure qu'on a commencé ce webinaire, donc on arrive tranquillement à la fin. Merci à toutes et tous qui avaient participé à ce webinaire. Il a été enregistré, il sera remis aussi sur nos réseaux sociaux en replay. Dans le chat, on vous a mis
le lien vers notre formulaire. Donc, ce formulaire permet de soutenir nos candidatures. On a encore besoin de signatures pour pouvoir présenter définitivement nos candidatures. Et plus vite on aura atteint nos signatures, plus vite on sera débarrassé de ça et on pourra entrer dans le vif du sujet de comment on fait de la politique autrement, comment on change le monde et comment on Ah, change la vie des gens. Donc n'hésitez pas à soutenir nos candidatures. Et ok. pour ça, il vous faut vos numéros de congressistes Ouais, que vous trouvez dans un mail envoyé le 27 janvier par le parti. Et puis, nous avons, comme je l'ai dit au début, des réseaux sociaux, un LinkedIn dans lequel vous pouvez trouver toutes nos un informations. LinkedIn. Est-ce que tu peux couper ton micro, Frédéric, s'il te plaît? Oups, pardon, excuse-moi. Merci. Un LinkedIn dans lequel vous pouvez... c'est pas LinkedIn. Si, c'est ça? Non, je confonds. C'est un Pardon. Non, Linktree. Linktree, Un pardon, voilà, Linktree. c'est ça. Un Linktree dans lequel vous pouvez trouver toutes nos informations et vous pouvez aussi retrouver les replays de nos brunchs radicaux. Les brunchs radicaux, ce sont des webinaires que nous organisons le samedi matin depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà, sur des thématiques liées à l'écologie politique, à l'écoféminisme et à toutes les choses dont on a parlé ce soir. Donc, vous en avez déjà un certain nombre en ligne sur notamment la question de la lutte pour les droits des LGBTQIA+ en Europe, sur la question des migrants, sur la radicalité en politique. On en a un ce samedi, donc c'est à 10h30 en Zoom sur les questions de sécurité publique. Qu'est-ce qu'une sécurité publique écologiste? Alors n'hésitez pas de vous connecter, n'hésitez pas à vous connecter avec nous le samedi et puis à revoir en replay sur YouTube tous ces brunchs radicaux. On a des intervenants extérieurs au parti, des gens de toutes les motions, hein, c'est pas un truc que l'on fait entre nous. Et c'est voilà, chaque fois sur des thématiques différentes. Il y en a encore d'autres qui arrivent tous les samedis pendant les semaines qui viennent. Donc, je vous dis à très bientôt dans les brunchs radicaux. Et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. On a des réseaux sociaux, on est actifs dessus. Vous avez nos numéros de téléphone, nos adresses mail, notamment sur nos professions de foi, sur nos candidatures, sur la plateforme du parti. Et donc, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si Théo, tu veux rajouter quelque chose? Alors, dans les prochains brunchs radicaux, il y en aura un qui intéressera Frédéric Petit, qui sera sur l'écologie décoloniale avec Malcolm Ferdinand. Je reconfirmerai la date parce que il a des impératifs personnels qui font qu'on décale un petit peu, mais il y aura bien un webinaire, enfin un brunch radical sur cette question-là. Et bientôt, on en a un qui arrive aussi sur l'inscription du consentement dans la loi pénale, parce que vous savez que c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, mais notamment ces derniers temps, c'est dans l'actualité et c'est extrêmement important. Eh bien, merci à tous et à toutes, et je vous souhaite bonne soirée, bonne continuation, et n'hésitez pas à soutenir nos candidatures et même à nous rejoindre si vous le souhaitez. Vous avez un formulaire dans notre Linktree. Merci beaucoup, à très bientôt.